On va directement peut-être se présenter à peine plus rapidement. Donc Cyprien, je te laisse la parole. Oui, merci. Cyprien Mélion, donc responsable de la société Livre de SAS. Nous sommes une société byzantine qui avons désormais 3 ans d'existence, révolue. Nous avons mis au point une plateforme qui s'appelle Guide de diffusion et de médiation numérique, particulièrement à travers des PWA, donc Progressive Web Apps, pour les domaines de la culture, patrimoine, tourisme et transport. Ok. Et donc moi, Cédric Nérousset, je travaille chez The Smart Arrow à Paris, donc je suis le directeur technique. En fait, on développe une plateforme permettant de publier sur les réseaux sociaux avec un outil d'édition de vidéos en ligne, d'images éditables, etc. Et on propose des solutions aussi pour, dont je vais vous parler aujourd'hui, en PWA aussi, qui permettent de publier, de créer des contenus et de publier sur les réseaux sociaux. Donc on commence maintenant dans le vif du sujet, donc PWA ou Progressive Web App. On va utiliser le mot PWA parce que c'est plus rapide à dire. Qu'est-ce que c'est? Donc comme l'a dit tout à l'heure aussi en intro, donc je vais aller assez rapidement et je pense que la majorité des gens ici sont à peine peut-être renseignés sur le sujet. C'est donc, ça utilise déjà les fonctionnalités du navigateur web. Donc navigateur web, c'est Safari, Chrome, Firefox, Internet Explorer, enfin Edge maintenant, ou Opera. Et on utilise donc les possibilités techniques offertes par le navigateur web. C'est-à-dire qu'une PWA est donc développée en HTML, CSS et JavaScript. Et l'idée d'une PWA, c'est donc de proposer les mêmes fonctionnalités qu'une application native, exactement comme vous trouveriez sur l'App Store ou le Play Store de vos téléphones portables. Et donc, l'idée, c'est donc de créer un site web, c'est ni plus ni moins que ça, qui a la même interface qu'une application native et qui, pour l'utilisateur, ressemble exactement à la même chose. Donc on va essayer d'avoir exactement les mêmes fonctionnalités, mettre un raccourci sur l'écran d'accueil, avoir des notifications push, que ça fonctionne correctement hors ligne, etc. etc. Et comme c'est un site web, c'est donc pour la personne qui déploie la PWA, c'est donc plus facile à maintenir et à mettre à jour. Et enfin, comme c'est du web, c'est aussi disponible sur desktop. Donc on peut imaginer faire une PWA qui fonctionne à la fois sur mobile, sur tablette et sur desktop, et donc qui propose les mêmes fonctionnalités pour tous les types de devices. Je pense que je peux juste compléter un petit quelque chose là-dessus. Un élément important aussi, c'est le taux d'adoption et la particularité des applications natives. Un certain nombre d'études relativement récentes montrent en effet qu'il y a environ une dizaine d'applications mobiles que, on va dire, chacun naturellement va installer. Et donc, il y a une réelle problématique sur je déploie une application mobile via un App Store, quelle visibilité, quelle stratégie de communication je vais avoir pour qu'elle soit en effet téléchargée. Et on voit que le taux de téléchargement des applications natives réellement connaît vraiment une baisse majeure due tout simplement à une diversité et un volume très important d'applications. Donc il y en a certaines, évidemment, que tout le monde connaît, qui marchent très bien, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, imaginez lancer un service avec une app native dédiée, c'est vraiment une histoire très, très, très contraignante en termes de com, etc. Et donc ça ouvre tout un spectre justement de se défaire aussi des plateformes de diffusion qui sont les App Store, les Google Play et autres qui ont une mainmise, on va dire, sur la manière dont on va déployer ces applications-là et donc s'en défaire tout en gardant les bons principes du web pour les mêmes besoins et les mêmes réponses finalement. En gros, la stat qu'on donne habituellement, c'est les gens installent en moyenne 0,05 applications par mois. Il suffit de regarder votre usage que vous avez sur votre téléphone, combien d'applications nouvelles vous avez installées sur votre téléphone. Ça répond, ça dit exactement ce que vient de décrire Cyprien. Et donc pour continuer, on va juste vous présenter quelques PWA qui sont sortis dernièrement des grands groupes pour montrer que c'est quelque chose qui est utilisé par beaucoup de gens. Donc on a à gauche mobile.twitter.com qui reproduit en fait exactement les mêmes fonctionnalités que vous avez sur l'application native Android ou iOS. À droite, on a aussi Pinterest qui a fait sa propre PWA qui, en fait, quand on le voit là, on voit pas la différence. Vous pouvez pas dire à l'œil nu c'est une PWA ou c'est une appli native. Si tu peux aller à la slide suivante. Ensuite, on a l'équipe qui est un des premiers sites, qui est le premier site média en France à avoir lancé sa PWA. Et ils ont sorti d'ailleurs pas mal d'articles en disant que ça leur a permis de gagner beaucoup plus en personnes qui revenaient sur le site et en temps de réponse aussi sur leur propre site mobile qui avant était très lent. À droite, Instagram, même chose que pour Pinterest ou Twitter tout à l'heure.
on a exactement les mêmes fonctionnalités. J'aurais pu mettre aussi Facebook, il y a aussi toute une stratégie de mise en place de PWA. Eux, ils ont moins de problèmes parce que Facebook fait partie des 10 applications les plus utilisées et installées sur mobile. Mais ils ont quand même une stratégie en se disant, si jamais un jour Apple ou Google décident de nous enlever de leur App Store, ce qu'ils peuvent faire, ils ont toujours le backup de PWA qui fonctionne très bien. Et enfin, d'autres exemples, donc ceux-là ils sont beaucoup moins connus, mais on a 2048 qui à la base a toujours été un site web et pas une application. Après, les gens l'ont recréé en application. Et puis à droite, c'est un expériment sur Google Chrome qui permet en fait de vous tracer un trait, ça vous donne des cartes de partout dans le monde qui reproduisent exactement le chemin que vous avez fait avec votre doigt. Donc pour montrer qu'on peut faire des choses quand même vraiment sympas. Et tout ça, encore une fois, c'est des PWA, donc c'est du web, c'est fait en HTML, CSS, JavaScript, et c'est utilisable partout. Donc on va rentrer peut-être à peine dans le technique et après on reviendra juste sur les usages, juste pour montrer en fait, pour parler du service worker, qui est en fait la base et la source des PWA aujourd'hui. Le service worker, donc comme je le mets en titre, c'est la fondation des PWA. C'est donc un bout de JavaScript développé et maintenu par le propriétaire du site. C'est-à-dire que c'est vous, en tant que créateur de PWA, qui allez écrire ce service worker. Ça va se passer un peu comme un proxy. Donc après, il y a 2-3 schémas qui vont expliquer pour que ça soit plus clair pour tout le monde. Donc c'est donc un proxy écrit donc en JavaScript qui va se placer entre le client et les serveurs. Ça va permettre de mettre en cache pour répondre hors ligne, envoyer des notifications push, mise à jour des tâches en fond, et ça nécessite, ça c'est un point important, HTTPS. Alors toutes les PWA aujourd'hui sont mises en place via l'HTTPS. Aujourd'hui, vous n'avez plus d'excuses à ne pas utiliser l'HTTPS puisque vous avez Let's Encrypt qui vous permet d'avoir des certificats gratuits et vérifiés qui fonctionnent partout. Et c'est très simple à mettre en place. Donc sur le service worker, ça c'est le fonctionnement de base. Vous avez la page HTML, le navigateur, qui envoie une requête au network, donc à votre serveur, et la réponse revient à la page. Donc ça, c'est ce qui se passe classiquement. Quand on va mettre un service worker, le service worker il va donc se placer en proxy entre les deux. Donc on a la page qui fait une requête qui passe par le service worker. Le service worker décide d'envoyer la requête au serveur. Et le serveur répond, et ça passe par le service worker, et ça renvoie à la page. Et donc ce que je disais tout à l'heure, c'est que le service worker a la possibilité de mettre en cache la réponse pour ensuite, éventuellement, donc là c'est un schéma qui manque, éventuellement se passer de toute la partie network. C'est-à-dire que quand le navigateur va demander au service worker, il va directement aller chercher dans le cache pour envoyer au navigateur. Donc on n'a plus besoin de network, donc on fonctionne hors ligne. Je reviendrai un peu avec la réalité. Ça, c'est le mythe et la réalité aussi. Je reviendrai un peu après. Voilà, il nous fera redescendre sur Terre, peut-être. Donc, voilà un peu pour les bases. Aujourd'hui, en fait, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on va vous présenter trois fonctionnalités sur les PWA à travers des applications que nous allons développer ou que nous avons développées. Et donc, dans mon cas, je vais vous présenter, donc comme je disais tout à l'heure, c'est pour une grande enseigne nationale de prêt-à-porter féminin. Et l'idée, c'est que chaque personne, chaque vendeur responsable dans le magasin ait sa propre PWA, donc installe sur son téléphone, enfin navigue sur le site et donc installe sur son téléphone la PWA, puisse prendre des photos dans son magasin d'articles, une robe, une jupe, peu importe, éventuellement la retoucher, faire une image prête pour les réseaux sociaux, puisque c'est ce qu'on fait nous, et ensuite puisse l'envoyer, avec éventuellement une validation, etc., que ça puisse fonctionner hors ligne, c'est-à-dire que des fois dans les magasins, on n'a pas forcément de bonne connexion, donc que la personne puisse utiliser l'application hors ligne, et lorsqu'elle ressortira dehors pendant sa pause ou à la fin de son travail, que ça envoie automatiquement la photo et ce qu'il a prévu sur les réseaux sociaux dès que possible. Et donc ça, c'est un projet qu'on a prévu de mettre en prod pour mi-2018. Alors moi, je vais vous donner quelques exemples de Progressive Web Apps qui ont été ou qui vont être, mais la plupart qui sont là sont déjà déployés dans différentes situations, à la Citadelle de Besançon, à la Citadelle de Belfort, à la Galerie Olympia à Nice, et in fine une Progressive Web App un peu particulière qui s'appelle Guidebot. La particularité, encore une fois, avec la solution Guide, c'est de prendre en considération aussi la diffusion de ces web apps-là. Puisque comme disait à l'instant Cédric,
elles ont la capacité, ou du moins on a la capacité de prévoir des progressive web apps qui vont fonctionner offline, online, etc., c'est-à-dire indépendamment des conditions de réseau. L'objectif que nous avons eu, nous, à la base, c'est de permettre une diffusion hors Internet. C'est-à-dire qu'on déploie un certain nombre de box, de serveurs, pour faire simple. Donc on fait des architectures multiserveurs qui diffusent au plus près des visiteurs, des publics, ces fameuses PWA et les contenus riches associés particulièrement. On mesure les usages, on réalise la localisation indoor, tout ça à travers des web apps. Avec une capacité aussi à aller très très loin dans le offline. Et là, on en parlera dans une des slides un peu plus tard. Donc, la première fonctionnalité qu'on va vous présenter, c'est le fonctionnement hors ligne de la PWA, qui nous semble être un des points les plus importants aujourd'hui. Enfin, ça dépend des usages, bien sûr, mais en tout cas pour nous deux, dans nos cas d'usage, c'est un point très important. Donc, dans le mythe, je vous ai un peu... dans le meilleur des mondes, en fait, je vous ai déjà un peu du coup décrit comment ça allait se passer. L'idée, c'est que dans les faits, aujourd'hui, ce qu'on peut faire, c'est la personne navigue sur le site, donc la PWA, avec son téléphone mobile. En arrière-plan, on va installer la PWA, donc le service worker dont j'ai parlé tout à l'heure, qui va directement aller chercher l'ensemble des fichiers dont il a besoin, donc les fichiers de mise en page, les fichiers HTML, les fichiers de JavaScript pour l'interactivité. Et il va mettre ça dans son cache, dans le service worker. Ce qui fait que dès que le service worker a fini de s'installer, donc de télécharger l'ensemble des fichiers dont je viens de parler, il est capable de fonctionner hors ligne. Encore une fois, c'est à vous de le développer, donc c'est vous qui allez décider quelle fonctionnalité je propose hors ligne. On peut très bien imaginer juste mettre une page en disant vous êtes hors ligne, la PWA ne fonctionne pas. C'est ce qui arrive sur de nombreuses applis de streaming par exemple. Ça vous dit juste désolé vous êtes hors ligne, veuillez vous reconnecter ou trouver du réseau, faites quelque chose, quoi. Mais au moins on n'a pas le petit dinosaure qu'on voit sur Chrome qui dit vous n'avez pas de connexion. Vous pouvez mettre ce que vous voulez à la place. Donc ensuite l'idée c'est si on est hors ligne, qu'on soit hors ligne ou pas, en fait comme je le disais tout à l'heure, la requête va passer par le service worker. Donc la requête c'est l'envoi de l'image par exemple, c'est la demande d'un fichier CSS, etc. Donc ça passe par le service worker. Le service worker dit regarde s'il a la possibilité de retourner le fichier depuis le cache. Si oui, il le retourne directement. On passe même pas par Internet, donc on est complètement offline. Imaginons maintenant qu'on ait besoin de faire un envoi d'une image, c'est-à-dire j'ai pris mon image, je l'ai modifiée et j'ai envie de la publier, mais je suis hors ligne. Qu'est-ce qui va se passer? Le service worker va prendre l'image, prendre l'ensemble des informations qui vont autour de l'image, c'est-à-dire le titre, la description et tout ce qu'on a besoin dans ces cas-là, c'est-à-dire l'ensemble du formulaire qu'on aura envoyé. Il va stocker cette requête dans une base de données interne au service worker. Généralement, on utilise de l'index.db. Et ensuite... il va essayer d'envoyer ça au réseau. Et si ça fonctionne, très bien, c'est fini. Il enlève ce qu'il a mis dans sa requête, dans sa base de données, et on n'en parle plus, c'est fini, c'est envoyé, c'est réglé. Par contre, s'il n'a pas de connexion, il va conserver la requête dans sa base de données, et il va demander au navigateur de dire « Ok, dès que tu retrouves une connexion, tu me préviens, parce que moi j'ai quelque chose à faire ». C'est ce qu'on appelle le background sync. C'est-à-dire que dès que le réseau reviendra, que le navigateur soit ouvert ou pas, c'est-à-dire que la PWA soit ouverte ou pas, le système Android ou iOS va prévenir le service worker en disant tiens, tu as une connexion, tu m'avais demandé de te dire quand j'avais une connexion, j'ai une connexion internet qui fonctionne maintenant, je te le dis, fais ce que tu veux. Et là, on va essayer de réenvoyer la requête qu'on aura stockée en index.db. Et ça peut fonctionner ou ne pas fonctionner, et dans ce cas-là, on revient dans le même système, ça fonctionne, c'est fini, ça ne fonctionne pas, on restocke en base de données et on attend d'avoir une connexion vraiment stable. Et donc là, on a vraiment avec ça, on peut développer vraiment un fonctionnement hors ligne, tout à fait comme les applications natives peuvent le proposer. Vas-y. Bon, je vais reprendre un peu la parole aussi. Les services workers, c'est génial si évidemment tout le parc de smartphones serait avec des Android et du Chrome. Et ce n'est pas tout à fait le cas. Donc là, on retrouve un peu, pour ceux qui ont des souvenirs d'IE, Internet Explorer 5, 6. C'est-à-dire que d'un coup, Apple est devenu un peu le Microsoft des temps modernes. C'est-à-dire que pour, on va dire, tenir et garder la chasse gardée, on va dire, de l'Apple Store, ils ont ouvert très, très, très peu de fonctionnalités, en effet, sur les navigateurs, Safari particulièrement, d'iOS. Et donc, tout ce qui est service worker et tout ça, c'est magnifique, c'est génial. Mais dans la réalité du terrain, vous avez plus de 40%, 45% des personnes qui ne vont pas du tout pouvoir tirer profit de ça.
Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est bien beau d'avoir toutes ces belles choses. Le service worker, c'est génial. Mais quand on ne l'a pas, qu'est-ce qu'on fait? On voit ici au-dessus justement la compatibilité du service worker qui, jusqu'à très, très récemment, pour Safari 11.3, pour ne pas rentrer dans les détails, qui n'est pas encore sorti d'ailleurs publiquement, mais il n'y avait pas du tout de service worker chez Apple, il y en a chez Google, Android. Donc la compatibilité, elle est vraiment, pour l'instant, assez basse. Mais il y a une réelle volonté qui est affichée désormais d'Apple de rejoindre, on va dire, les bonnes pratiques. Toujours est-il que pour une situation de diffusion dans le monde réel, c'est-à-dire vous avez des visiteurs qui viennent chacun avec son smartphone, il faut considérer un petit peu la chose pour que l'ensemble des appareils puissent finalement tirer profit d'une web app finalement, parce que là on ne parlera plus vraiment de progressive web app dans tous les cas. Et en effet, ce que l'on n'a pas encore évoqué, c'est l'application cache. Et c'est un élément dans les navigateurs web qui est compatible. On le voit bien, hein, il y a plein de verres là en dessous. C'est compatible à peu près avec tout le monde. Ça veut dire quoi? Évidemment, c'est l'ancêtre des service workers. Ça a servi un petit peu comme base à la réflexion d'une nouvelle manière d'évoquer et de considérer la mise en cache dans les navigateurs qui est devenue donc les service workers. Et l'application cache, bien que legacy, est néanmoins nécessaire pour avoir une garantie de compatibilité sur l'ensemble des appareils. Et donc, évidemment, c'est beaucoup moins fun. C'est-à-dire que il y a beaucoup moins de logique de je suis un proxy, donc je vois si oui ou non j'ai la bonne ressource pour te la donner. C'est assez brut de décoffrage. Il y a un manifest app cache, un fichier qui va définir les ressources à mettre en cache. Une fois qu'elles sont en cache, elles sont en cache. Derrière, on peut revenir, recharger l'appli. Elles seront toujours là, mais pour les enlever, ce n'est pas si simple. Pour garantir que lorsqu'il y a une mise à jour, comment on fait? Ce n'est pas si simple. Voilà. Mais néanmoins, on arrive à peu près à faire des choses avec ça. Et nous, aujourd'hui, dans les cas réels de mise en production que l'on a avec la solution guide, on utilise les deux. C'est-à-dire que de base, il y a l'application cache qui naturellement va garantir la compatibilité avec tout le monde. Et dès l'instant où il y a un appareil qui dispose du service worker, évidemment, c'est le service worker qui va prendre la relève pour le fonctionnement. Je voudrais vous montrer dans un autre slide ici un aspect qui est quand même majeur. Lorsqu'on dit on met en cache quelque chose, ça veut dire combien de place finalement on a pour mettre en cache. Et on a en gros 10 mégas. 10 mégas pour mettre en cache. Donc on dit, bon, avec 10 mégas, on peut faire pas mal de choses, c'est des scripts, des choses comme ça. Nous, dans les situations qui sont les nôtres, c'est-à-dire permettre à du public d'accéder à des médias riches là où ils se situent, indépendamment des conditions de réseau quelconques, sans Internet, sans appli à télécharger, évidemment, 10 mégas, c'est pas grand-chose. Et donc, on parle de 50 mégas avec notification, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le navigateur web va dire à l'utilisateur, tiens, en fait, je suis en train de charger un peu plus, est-ce que tu m'autorises d'aller jusqu'à 50 mégas? Donc on pourrait potentiellement aller jusqu'à 50 mégas. Aujourd'hui, nous, on a mis en place depuis pratiquement 3 ans des solutions justement pour s'en défaire de ces limitations-là, mais c'est des astuces, forcément. Donc là, je vais vous montrer un exemple ici qui montre en offline pur, mode avion, un audio guide, enfin c'est un vidéo guide, je crois, qui diffuse en pur offline, donc des vidéos, tout un ensemble de contenus. Et évidemment, on ne parle pas de 10 mégas, mais plutôt de 300 dans cet exemple-ci. Tout ça, encore une fois, diffusé initialement à partir d'une box guide dont vous avez un exemple juste là. C'est celle-ci qui va diffuser. Et dont les visiteurs, les utilisateurs vont se connecter, vont précharger automatiquement l'ensemble des contenus avec un certain nombre d'astuces qui nous permettent de nous défaire de ces limitations-là. Et aujourd'hui, on a une solution, justement, les Progressive Web App Guide n'ont plus de limite inhérente au navigateur, mais seulement la limite de l'espace dispo sur le téléphone, évidemment. On ne va pas aller outre ça. Donc, je vous montrerai un exemple plus en réel, peut-être, pendant les questions-réponses. Donc, on a commencé par décrire le fonctionnement hors ligne, donc dans les service workers avec le meilleur des mondes, en application cache avec dans la réalité quand on a vraiment besoin d'une compatibilité maximale. Maintenant, la deuxième fonctionnalité qui nous intéresse, aussi bien moi pour le prêt-à-porter que Cyprien dans les musées, etc., c'est l'utilisation de la caméra. Donc, quand on dit l'utilisation de la caméra, c'est pouvoir prendre une photo ou une vidéo directement dans le navigateur, puisqu'on pourrait très bien le faire exactement comme le font aussi les applications
native, c'est soit on va chercher dans la bibliothèque, ça on sait le faire depuis très longtemps en web, ça pose aucun problème, soit directement depuis le navigateur, avoir le téléphone qui bouge en direct et pouvoir appliquer des filtres dessus, rajouter des stickers éventuellement dessus. Donc comment ça va se passer? Dans le meilleur des mondes, on va demander à l'utilisateur, est-ce que tu m'autorises à utiliser ta caméra? L'utilisateur a donc une alerte native qui lui dit, est-ce que le site machin essaie d'accéder à ta caméra, est-ce que tu l'autorises? Oui, non. S'il met non, c'est fini, c'est réglé, on ne peut plus rien faire. S'il met oui, on a donc accès à la caméra. On peut éventuellement demander je préfère la caméra qui est devant ou la caméra qui est derrière. Et ensuite, on a accès c'est exactement le stream de la vidéo qu'on reçoit. Et après, en JavaScript, on a quelques codes à faire qui permettent de l'afficher ou directement de l'envoyer sur le serveur avec des traitements ou pas. Donc dans le cas d'usage de moi, l'application dans les magasins de prêt-à-porter, l'idée c'est que la personne puisse donc, on va lui mettre un cadre autour pour prendre sa photo, elle va cliquer sur j'autorise à prendre la photo, elle voit directement dans son cadre photo l'image qu'elle est en train de prendre, ensuite elle appuie sur un bouton en disant c'est bon, je veux prendre ma photo, on enregistre tout ça et enfin on lui permet éventuellement d'ajouter des stickers, d'ajouter du texte, et elle envoie, elle enregistre, et là on revient dans le mode hors ligne dont j'ai décrit tout à l'heure, c'est-à-dire que si elle n'a pas de connexion, c'est le service worker qui va enregistrer tout ça, c'est-à-dire la composition de l'image complète. Quand je dis image, ça peut être aussi vidéo, c'est la même chose, si ce n'est que c'est plus grand. Et donc on retombe aussi dans les problèmes qu'a mentionné Cyprien tout à l'heure, qui est le problème du stockage. Et enfin, donc, on envoie vers le serveur et service worker ou pas, connexion ou pas, on retombe dans le cadre de tout à l'heure. Donc un petit exemple, donc c'est pas moi qui l'ai développé puisque l'application elle est en train d'être développée, donc j'ai pas pu faire de screenshot de ce qu'on est en train de faire. Donc là en fait c'est juste Snapwatt qui décrit justement comment ça peut fonctionner. Bon, désolé, j'ai pris moi, hein, c'est pas forcément le meilleur exemple. Et donc là, là, on est dans un navigateur. Donc encore une fois, c'est vraiment une PWA, c'est du web. Et donc on a vu, on voit directement la vidéo de la caméra. On rajoute un sticker dessus, ça bouge, etc. Et ensuite, on clique sur enregistrer. Et après, on a l'image qui s'est générée. Là, on peut éventuellement, comme ils le disent, faire un clic droit dessus pour l'enregistrer dans la médiathèque du téléphone. On peut ensuite éventuellement le tweeter. On peut faire tout un tas de choses avec cette photo. C'est-à-dire que on peut donc faire l'équivalent d'un appareil photo avec des filtres aussi. On peut imaginer faire ça dans le navigateur. Donc maintenant, place à la réalité. Alors déjà, dans le même esprit, moi je vais vous faire un petit exemple très vite, comme ça, pour vous montrer vraiment ce que ça fait cette histoire de caméra, dans le cas qui est celui-ci, qui est la web app qui est diffusée à la Citadelle de Belfort. Et elle est diffusée depuis cette box qui est là. Et ce que je vais vous montrer, c'est justement ce qu'à l'instant dit Cédric. Donc je vais faire un refresh là-dessus. Et je vais aller dans une station. Donc là, ce qu'elle va me dire, est-ce que tu veux l'appareil photo? Je vais dire oui. Et donc à partir de là, notre use case là-dessus, notre cas d'usage justement là, ça va aller, pour Belfort, c'est à la fois de réaliser un calage pour une situation de réalité mixte, donc diffusion d'une reconstitution de la citadelle de Belfort à différentes périodes. Et donc l'utilisation de la caméra, comme vous le voyez, donc il y a une surimpression justement. Donc on va dire que c'est Cédric cette vue-là. Et donc je vais faire OK tout simplement pour vous montrer un peu en fake évidemment ce que ça va faire à la citadelle de Belfort. Donc on est à la citadelle de Belfort et surtout on va pouvoir vivre l'expérience de comment elle était à l'époque de Vauban. Bon, c'est juste pour vous montrer un petit use case de ce que la caméra peut nous aider à avoir, notamment un calage avec la réalité, une identification d'un certain nombre de formes dans le flux vidéo direct, et ce qui est un élément majeur, je dirais, pour des situations de réalité mixte. Tout ça dans un navigateur, vous voyez, il y a le petit cadenas, bien que diffusé localement depuis une box guide qui est juste là. Et ce qui fait un peu aussi l'élément que toi tu mettais en lumière, c'est que l'HTTPS est un élément majeur, donc il faut évidemment en disposer. Un deuxième use case qui ressemble au tien, qui est le post-visite dans nos situations qui sont les nôtres, donc Citadelle de Besançon, etc. C'est pendant toute la visite et la navigation dans l'application de visite, on va construire un miroir digital pour chaque appareil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on construit automatiquement un espace personnel pour chacun,
dans lequel il va retrouver les éléments qu'il a vus, l'expérience de visite qu'il a effectuée, et notamment les poses qu'il aura prises, à l'instar de ce que tu donnais comme exemple, où j'ai un cadre, je me prends en photo et ça enregistre automatiquement sur le web cette fameuse image avec les stickers ou avec la tête de Vauban avec un trou à l'intérieur, je mets la mienne. Voilà, c'est vraiment des use cases qui ressemblent à ce que tu évoquais à l'instant. Voilà, ben, on va revenir sur la présentation. Et puis finalement, je ne vais pas faire cette vidéo-là parce que je l'ai fait en direct, c'est un peu plus facile. Et je vais te donner la parole. Tu voulais pas montrer juste le can I use de caméra? Voilà. Il était là. Donc en fait, la caméra, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est qu'en gros, on peut l'utiliser sur de nombreux navigateurs. C'est bien compatible. On a encore quelques petits soucis avec les anciennes versions de Safari qu'on voit ici, mais c'est utilisable quasiment partout. Voilà, c'était juste pour cette slide. Et je pense que je peux compléter juste un élément par rapport au Safari 10 notamment. On voit, nous, par rapport à nos différentes installations en production et les statistiques d'utilisation, que nous sommes désormais pratiquement à 85% de iOS 11. Donc ça préfigure ça donne de bonnes perspectives, j'allais dire, dans l'utilisation notamment de la caméra. Voilà. Donc, je vais passer ça. Hop. Donc la dernière fonctionnalité très importante pour une application native, c'est les notifications push. Donc comme tout à l'heure, en fait, pour une notification push, la première chose dont on a besoin, c'est un service worker. Donc si on a besoin d'un service worker, on a besoin de l'HTTPS. Donc HTTPS, service worker, qui permettent ensuite d'avoir des notifications push. Et donc comment ça va se passer? On va demander au navigateur, à l'utilisateur en disant: est-ce que tu acceptes que moi, le site bidule.com, envoie des notifications push? Est-ce que tu m'autorises à t'envoyer des notifications push? L'utilisateur va donc ensuite dire: oui, je t'autorise, non, je refuse. Donc encore une fois, c'est la même chose que la caméra. Il refuse, c'est mort. Il autorise, c'est bon. S'il autorise, on va alors récupérer exactement de la même façon que dans les applications natives. On va récupérer en fait deux chaînes de caractères qui identifient l'appareil. Je ne vais pas rentrer dans les détails, et une URL vers laquelle on doit envoyer la notification push. Ensuite, ces trois informations-là, on va les envoyer vers un serveur. Donc même chose, on a un service worker, donc éventuellement si la personne est hors ligne, on peut très bien les stocker pour les renvoyer lorsqu'il aura la connexion. Et donc au final, on envoie ça au serveur, on stocke ça sur le serveur, c'est-à-dire les deux chaînes de caractères qui sont en gros des mots de passe et un identifiant de l'appareil et une URL. Et ensuite, quand on a envie d'envoyer une notification push à l'utilisateur, c'est le serveur qui va donc utiliser cette URL, une URL en fait qui envoie soit chez Google, soit chez Apple, puisque c'est Google et Apple qui envoient ensuite à l'appareil. Ce n'est pas nous directement qui envoyons au téléphone, ça passe par Apple ou Google qui envoie au téléphone. Pour des raisons de sécurité, c'est-à-dire que si jamais demain Google ou Apple détectent qu'on fait des choses vraiment sales avec la notification push, ils ont la possibilité de couper un site internet qui émettra des notifications. Et ensuite, voilà, j'ai tout décrit. Donc dans les faits, donc toujours un exemple d'usage. Donc ça, c'est un exemple de développeur Google. L'idée, c'est voilà, donc on a la demande d'autorisation, j'autorise, et ensuite on a une notification. Donc elle va être très vite au-dessus, mais on verra que c'est une notification exactement. Donc je suis désolé, c'est à peine rapide, mais c'est la même chose qu'une notification native. C'est vraiment, on ne peut pas faire la différence. On a la possibilité aussi maintenant de mettre différents boutons, c'est-à-dire répondre, annuler. On peut mettre deux fonctions deux boutons différents. On peut choisir l'icône qui est affichée aussi. Enfin, on peut faire la même chose qu'une notification native. Voilà. Oui, en termes de compatibilité, évidemment, pour l'instant, on est assez restreint pour les appareils Android avec Chrome et Firefox sur certaines versions. Edge qui commence à arriver, mais bon, ils viennent de loin de toute manière. Safari, bon voilà, c'est toujours pareil. C'est pas si simple. Et même d'ailleurs, on parlait du background sync, de toute cette synchronisation en arrière-plan. Même dans 11.3, les derniers, il n'y aura pas ça. Donc, ils commencent timidement à activer des choses, mais au compte-gouttes, surtout pas qu'on puisse faire des applis comme les applis de App Store. Donc vraiment, c'est pas. Voilà, bon, ça c'est vraiment l'état aujourd'hui. Et donc nous, en situation réellement de production, comment est-ce qu'on va considérer ces problématiques-là de notification? Puisque, en effet, lorsque vous êtes particulièrement en train de visiter une exposition dans un musée, etc., vous pouvez en effet être accompagné et notifié d'une proximité d'une œuvre, etc. Et donc, nous, on va utiliser deux manières on va avoir deux typologies de notifications. C'est les notifications push traditionnelles, telles que tu les décris, sur les appareils compatibles, mais surtout des notifications push legacy. Et là, on va partir plutôt
sur un principe où chaque appareil qui a accédé à la web app qui est diffusée par le dispositif guide va être sur un canal WebSocket qui est le sien avec la box la plus proche. Et ainsi, la box, elle est maître d'œuvre, on va dire, chef d'orchestre pour lui envoyer donc des notifications synchrones via des WebSockets. Et donc, l'application de visite, elle va être réalisée de telle manière qu'elle puisse indiquer à l'utilisateur, là à droite, on va voir quelques éléments qui vont commencer à bouger, et un petit point rouge au-dessus. Voilà, une notification qui apparaît, et depuis la web app, l'utilisateur peut voir ce qu'il y a à proximité, notamment là, c'est à la Galerie Olympia pour l'expo de Giacometti en 2017, et de voir, en fonction de son déplacement, qu'est-ce qu'il y a à proximité et tout. Tout ça dans une web app, mais ce qu'on appelle, ce n'est pas des vraies notifications natives, telles que tu les as évoquées. Ce n'est pas les notifications système, ce sont des notifications qui ne sont visibles que lorsque la web app est active. Tandis que les autres, même si le navigateur est fermé, on va avoir les notifications. Donc c'est vrai que c'est l'idéal, mais la réalité du terrain n'est pas la même. Et là, c'est un exemple type de la position sur plan, mais qui est passé assez vite malheureusement, de l'utilisateur où il se situe par rapport à un plan ou par rapport à des notifications de proximité de ce type-là. Allez, à toi. Le dernier point dont on voulait parler, c'est la reconnaissance et la synthèse vocale. Donc moi, ça sort de mon cas d'usage que j'ai dans les magasins de prêt-à-porter, mais juste de la façon dont ça pourrait fonctionner, donc ça peut fonctionner aujourd'hui dans les navigateurs essentiellement Chrome, c'est on va demander à l'utilisateur, la première chose, est-ce que tu m'autorises, exactement comme tout à l'heure avec la caméra, est-ce que tu m'autorises à utiliser ton micro ? Même chose, demande, est-ce que tu acceptes? Oui, non, il refuse, c'est mort. Il dit oui, c'est bon, on a accès donc au micro. On a donc accès à un stream, je ne sais plus si c'est du MP3 ou enfin c'est un stream audio du micro et on peut en faire ce qu'on veut. C'est du Wave, il me dit. Il sait tout. Et donc après, on a la possibilité éventuellement de faire une transcription directement en texte du son. Alors ça, par contre, ça fonctionne uniquement sur Chrome. Il n'y a que Chrome qui l'a installé. Il n'y a aucun sujet pour l'installer ailleurs aujourd'hui. Et sinon, si éventuellement on n'a pas la fonctionnalité, si on n'est pas sur Chrome, on peut se dire qu'on prend le Wave ou le MP3 si on veut le réencoder, on l'envoie au serveur. Et c'est le serveur qui va ensuite réencoder, transcrire en fait le son en texte. Puisqu'ensuite, ce qu'on peut faire, et là c'est côté serveur, on sort un peu du spec PWA, ça sera l'analyse du texte de ce que nous a dit la personne, et ensuite, est-ce que c'est une question, est-ce que c'est une affirmation, etc. On décide d'en faire quelque chose, donc ça c'est quelque chose à coder côté serveur pour savoir qu'est-ce qu'on peut lui répondre. Il nous a dit bonjour, on va lui répondre bonjour, comment ça va, par exemple. Et ensuite, on va réenvoyer le transcript du texte qu'on veut lui répondre. Et enfin, là, on a une autre fonctionnalité qui est la synthèse vocale. Et ça fonctionne, je crois, dans Safari aussi, qui permet, on lui donne un texte, on choisit la voix qu'on veut utiliser. Est-ce que c'est la voix française? Est-ce que c'est une voix masculine ou féminine? Et après, on va directement avoir un transcript, à l'instar de Stephen Hawking, qui nous a quittés d'ailleurs hier. C'est exactement la même chose, c'est-à-dire on va avoir une voix un peu synthétique du texte qu'on lui a donné. Ou éventuellement, on peut se dire, si on n'aime pas la voix des navigateurs, on peut générer un P3 côté serveur, l'envoyer au navigateur, et c'est le navigateur qui va ensuite lire le son. Donc voilà sur ce qu'on pourrait faire sur la reconnaissance et synthèse vocale. Et donc, comme tout à l'heure, le cas d'utilisation, donc ça, c'est il y a un deuxième slide derrière, non? La synthèse vocale, elle est quand même relativement bien supportée. On voit qu'on a toutes les versions de Chrome et de Safari disponibles, et on a même du Edge depuis la version 14, donc ça, c'est quand même pas mal. Et maintenant, à toi. Merci. Alors, notre cas d'usage est toujours avec une solution que l'on va commercialiser à partir du mois d'avril, qui va s'appeler donc Guidebot, qui est une interface conversationnelle avec reconnaissance vocale et synthèse vocale. Tout ça en PWA, avec une partie majeure, on va dire, d'IA en arrière-plan pour la compréhension de la situation, du contexte, pour multilingue, offline first. PWA est disponible dans notre cas d'usage avant, pendant et après les situations de visite. La particularité, c'est de permettre, toujours à partir d'une web app, de pouvoir échanger, poser des questions et avoir une conversation avec une œuvre ou avec voilà, où sont les toilettes, etc. Toute cette partie-là, en multilingue, évidemment, cette fois-ci, tout ne se fait pas dans le navigateur web, hein, évidemment. Ça se fait avec des API qui sont au niveau des box guides et des services tiers. Clairement, là, on n'est pas, nous, les meilleurs spécialistes au monde de l'IA, mais on est relativement bien positionné sur toute la problématique. Comment
je reprends ce flux audio dont tu parlais, comment je le transmets, comment je fais le traitement, comment je vais interpréter justement cette logique-là, quelle réponse et quelle synthèse vocale en arrière-plan pour la lecture temps réel, donc à partir d'un MP3 ou d'un stream tout simplement temps réel on va dire, ou alors avec de la synthèse vocale dans le navigateur tel que tu l'as dit. C'est-à-dire qu'on utilise les deux, mais comme élément de base garanti compatible avec tous les appareils, ça va être du MP3 qui est lu, on va dire, à la volée en réponse. Voilà. Et là, un petit exemple. Je voudrais des informations sur la charpente. Donc là, c'est une situation pour un parcours de visite qui va être activé à la station. Je te propose de découvrir la station qui présente le chantier. Veux-tu que j'ouvre la fiche associée dans l'application? Oui. Bon, il n'y a pas grand-chose comme on Très va dire, bien. échange ou comme richesse dans le besoin, on va dire, de ce qui est interprété. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est de permettre aux établissements qui installent cette solution de dire, pour un contexte très particulier, très cadré, qui est une exposition temporaire, de permettre aux établissements de décrire la base textuelle et de connaissances qui permet, le côté IA, tout un apprentissage et qui permet ensuite, en multilinguisme, d'avoir des interactions de ce type-là pour les visiteurs in situ. Donc tout ça, ce que vous avez vu ici, c'est une web app qui est ajoutée à l'écran d'accueil. Cette fois-ci, c'est sur un Android, mais ça fonctionne depuis 11 avec iOS 11 avec les iPhones et iPad également. Voilà, à peu près. On est à 14h38. Je pense qu'on est à peu près dans les temps, même pour quelques questions-réponses. Qu'est-ce que tu en penses ? Tu peux peut-être faire une conclusion aussi sur les progressive web apps. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui sur les possibilités? Aujourd'hui, quand tu commences un projet, comment tu le ferais, etc. quoi. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, la problématique que l'on a, c'est le réseau. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir une PWA ou même une appli, mais le réseau est extrêmement important et la qualité du réseau. Et on voit bien que dans les situations toujours pareilles, l'idéal, c'est tout le monde a la 4G, 4G+, et ça marche et c'est extraordinaire, mais dans la réalité du terrain, c'est pas tout à fait ça. Et même vous avez 4G et que ça passe très mal, c'est parce qu'on est on est nombreux, tout autour d'un poteau de téléphonie et que forcément le débit n'est pas là, ou voilà, tout un ensemble de situations qui sont la réalité aujourd'hui du terrain. Et donc, notre première approche a été de dire, on se crée notre propre réseau et on diffuse au plus près des appareils. Ça a été le premier élément. Donc on a une latence qui est extrêmement faible et surtout, ça nous permet d'avoir des situations où tout un ensemble d'appareils vont être, on va dire, des situations d'interaction à la fois entre les appareils. Vous êtes un groupe qui visite une exposition, vous pouvez en effet avoir une expérience où vous avez comme un espèce de chat entre tous les appareils ou des situations très particulières d'un médiateur, d'une personne qui va vous raconter en effet cette exposition et des détails sur l'exposition et qui va vous pousser littéralement des contenus dans votre langue sur votre smartphone, tout simplement en étant avec un dispositif guide à proximité. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut tirer profit vraiment d'énormément de choses autour des capteurs. Donc aujourd'hui, évidemment le GPS, on n'en parle pas, tous les appareils aujourd'hui, dès l'instant où vous avez le HTTPS, toujours pareil, il y a le GPS. De plus en plus, les notifications Nearby, qui sont de proximité natives dans, pour l'instant, Android, qui fonctionnent avec des beacons, des Eddystone particulièrement, et qui permettent notamment de diffuser des informations et donc de les capter et d'ouvrir des progressive web apps, le cas échéant, en fonction d'une proximité. Il y a également la particularité de la localisation des appareils. Et jusqu'à maintenant, si vous voulez avoir une localisation d'un appareil, il faut utiliser une appli avec des beacons, si vous êtes en intérieur. Donc les beacons, c'est les Bluetooth qui émettent à intervalles réguliers un identifiant particulier. Et cet identifiant a été préalablement inscrit dans une base de données dans cette application native. Et lorsque vous arrivez à proximité, vous avez une notification depuis l'application. Eh bien, notre problématique a été aussi d'avoir une situation et une capacité à faire de la localisation indoor indépendante des applis, indépendante des beacons. Et aujourd'hui, on a mis en place l'exemple de la notification de proximité à la Galerie Olympia à Nice. Elle est basée tout simplement sur une analyse des radios, de ce que émettent les appareils, et triangulation, multilatération qui est effectuée avec les box guides. Et de cette manière-là, une progressive web app va être tout simplement localisée. Voilà. L'appareil qui diffuse la progressive web app va être localisé sans Bluetooth avec tous les appareils. Notre objectif, c'est
c'est bien d'avoir l'idéal, donc les magnifiques service workers et tout ça, mais la réalité du terrain nécessite une réponse pour tous les appareils et tous les usages. Donc voilà un petit peu les différentes... on pourrait éventuellement répondre à des questions si vous en avez. Mais... Juste pour terminer aussi, dans Progressive Web App, il y a le mot progressive. Et à chaque fois, comme je l'ai décrit, en fait, on va demander à l'utilisateur d'avoir une fonctionnalité supplémentaire disponible pour la Progressive Web App. Et donc ça, c'est un point important, c'est-à-dire qu'on peut commencer à créer une Web App, comme tu l'as décrit d'ailleurs tout à l'heure. Et ensuite, au fur et à mesure, en fait, on va demander des fonctionnalités supplémentaires à l'utilisateur quand il en a besoin. Et c'est là aussi où c'est super intéressant, puisqu'on va pouvoir commencer uniquement avec une petite ergonomie, avec du offline qui fonctionne. Ensuite, à un moment donné, on va pouvoir lui dire: écoute, ça serait bien, si tu as envie de prendre une photo, autorise-moi à prendre une photo, et dans ce cas-là, on a une interaction comme ça. Donne-moi ton micro, et comme ça, tu peux me parler, et on peut échanger comme ça. Donc, en fait, dans Progressive Web App, on peut commencer aujourd'hui à mettre en place quelque chose et se dire que plus tard, on va rajouter des choses, rajouter au fur et à mesure pour avoir ensuite exactement la même chose qu'on aura eu dans une application native. Donc voilà, je pense qu'on va passer aux questions, effectivement, si vous en avez. Je ne sais pas si... Déjà, merci. Et si quelqu'un a des questions, si quelqu'un peut prendre peut-être un de nos micros pour les donner, ça peut être pas mal. Il y en a un autre, ou celui-là, peut-être? C'est notre fameux speaker Stéphane qui va s'en charger. J'ai une question justement. Je voulais juste avant, on peut peut-être les applaudir un petit coup quand même. Et les remercier, donc 3/4 d'heure de contenu plutôt pointu, hein. Moi, j'avais juste une question avant de passer les questions, c'est qui connaissait un peu les PWA avant? Et qui connaît un peu mieux maintenant? Bon, bah, ça a plutôt pas mal fonctionné, hein. Alors, première question. Oui, bonjour. Donc moi, j'ai une question au niveau de la box guide, au niveau de la connexion depuis le smartphone. En fait, est-ce qu'elle est transparente ou comment ça se passe? Elle est invisible puisque c'est du Wi-Fi. D'accord. Donc on se connecte à la box en Wi-Fi. Elle génère un réseau Wi-Fi complètement indépendant de tout autre réseau. Et va avoir tout un ensemble de capteurs qui sont dedans, et même le GPS d'ailleurs, ce qui nous permet de localiser des appareils à l'extérieur, même s'ils n'ont pas une puce GPS intégrée, notamment les tablettes. D'accord. Oui. Ok, ben merci. Merci à vous. Oui. Oui, bonjour à vous deux, j'ai Julien Scario, j'ai pas eu le temps de vous saluer encore. Une petite question d'ordre technique, vous dites qu'il faut de l'HTTPS. La raison exacte, c'est qu'il faut de l'HTTP2 qui impose plus ou moins l'HTTPS, non? Pas nécessairement? Ok, voilà, c'était la première question. Donc sur le HTTP 1.1, ça passerait. En fait, techniquement, il n'y a aucune raison valable technique de mettre de l'HTTPS. C'est juste que pour des raisons de sécurité, typiquement quand tu accèdes à la géolocalisation, à la caméra, les navigateurs ont dit, vu qu'on accède à quelque chose de privé de l'utilisateur, on force l'usage d'HTTPS de façon à être sécurisé. Techniquement, ça aurait très bien pu fonctionner en HTTP 1. Enfin, ça fonctionne en HTTP 1, on n'a pas besoin d'HTTP 2, mais il faut de l'HTTPS pour des raisons de sécurité uniquement. Oui, de toute façon, il faut de l'HTTPS tout court, je crois. Il ne faut pas trop se poser de questions en 2018. Hein. Par contre, je suis un petit peu effrayé par ce truc-là. Ça veut dire que techniquement, vous pouvez pousser sur mon smartphone une appli avec un cache, avec plein de JavaScript, de bidules comme ça à l'intérieur. Alors j'ai vu qu'a priori, il y a un peu une notion d'autorisation à différents niveaux dès qu'on essaie d'accéder à un device, une chose comme ça. Mais qu'est-ce qui vous empêche de pousser un petit peu à mon insu à partir du moment où je suis passé sur un site web, des mineurs de Bitcoin, j'en passe et des meilleurs? Rien. D'accord. C'est-à-dire qu'on peut. Il y a une forme de retour en arrière sur la sécurité, là, quand même, non? Alors, jusqu'à ce que les navigateurs s'en préoccupent vraiment. Ouais. Il y a une réelle situation, justement, qui a été identifiée rien qu'avec l'application cache, qui est le dinosaure de Service Worker, qui faisait, par exemple, que vous aviez des attaques à travers l'application cache. Qu'est-ce que ça fait, l'application cache? Ça met en cache de votre navigateur pour un domaine particulier, quelque chose.com, avec HTTPS devant. Il vous met en cache, il y a un manifeste qui va bien, un fichier JavaScript. Si dans votre domaine, vous êtes fait pirater votre site, et un iframe à l'intérieur qui va vers un autre domaine, qui n'est pas sympa celui-là, avec du HTTPS. Oui, mais j'ai positionné les security headers correctement pour que ça n'arrive pas. Si toi, tu as fait ça, donc tu n'as aucun problème, mais en effet, tous ne l'ont pas peut-être tous fait de cette manière-là. Et donc, il suffit, malheureusement, d'avoir le moindre petit fichier JavaScript qui est dans l'application cache, et celui-là, il ne va pas disparaître tant que vous n'avez pas mis à zéro votre navigateur, supprimer les données de navigation, les données, etc. Et c'est une réelle situation de sécurité. Mais je peux vous confirmer aussi qu'il y a aussi sur les nouvelles versions, on va dire, que ce soit du iOS 11.2, enfin les Chrome, les dernières versions,
tout ça, c'est devenu un petit peu caduque, puisqu'il y a une réelle séparation sandbox entre les iframes, entre les domaines, etc. Il y a une réelle problématique qui a été pas mal traitée et résolue. Voilà. Donc il ne faut pas trop s'en soucier. Je dirais qu'aujourd'hui, il faut surtout se mettre à jour, avoir la dernière version de son navigateur. C'est vraiment le conseil. Et surtout s'assurer quand même qu'il y a du HTTPS au-dessus. Et là, déjà, on prend un peu moins de risques. Mais le risque est zéro. Et je crois que tu es bien positionné pour le savoir, il n'existe pas. Excuse-moi, c'est mon taf d'être inquiet. Donc, Merci à toi. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Désolé si c'était peut-être un peu technique sur certains aspects. Mais c'est vrai que traiter des PWA sans rentrer un peu dans le technique, parce que c'est finalement une partie, enfin une marque très particulière d'une capacité d'un navigateur, etc., à rentrer dans ce sujet, c'est pas possible d'en parler, mais sans rentrer un peu dans la technique. Donc désolé si ça a été peut-être un peu technique ou peut-être un peu trop. Si c'était pas assez, n'hésitez pas à nous le dire, parce qu'on peut y aller, il n'y a pas de problème. On sait faire. Mais est-ce qu'il y a d'autres questions? Les exemples étaient les bienvenus, hein, pour illustrer aussi tout ça. Qu'en est-il d'éventuels frameworks existants pour développer les... Il n'y en a pas? Si. Pour les service workers. Alors, les service workers, en fait, derrière les service workers, il y a essentiellement Google qui pousse son utilisation, etc., qui fait énormément d'ailleurs de talk là-dessus. Et ils ont mis en place aussi différents... Alors, en fait, framework, tu pourrais très bien partir sans, parce qu'encore une fois, un service worker, c'est uniquement un seul et unique fichier JavaScript que tu peux écrire assez simplement. Mais ensuite, si tu veux commencer pour commencer plus simplement et commencer plus rapidement aussi, il y a des toolbox. Donc, je ne sais plus, c'est SW-toolbox. Il y a un GitHub de Google là-dessus. Il y a SW-appcache, d'ailleurs aussi, qui permet, en fait, quand tu as un site qui utilise de l'appcache, de transformer, d'utiliser ton manifeste AppCache pour le mettre en cache dans ton service worker. C'est-à-dire que ça va te permettre directement, si tu avais une vieille application qui fonctionnait là-dessus, tu n'as rien à faire, tu as juste à mettre en place le service worker qui utilise ce SW AppCache et il va faire tout le reste pour toi, c'est-à-dire qu'il va détecter quand il y a un manifeste AppCache, il va aller le lire et il va mettre en cache tous ces fichiers-là et répondre en cache quand il les a. Donc il y a quelques frameworks, on peut les appeler comme ça, ou librairies plutôt, qui te permettent de commencer plus rapidement. Après, encore une fois, au début, il y a vraiment peu de choses. Il y a quelques fonctions à mettre en place. Il y en a 4-5 vraiment indispensables, enfin même 2 indispensables au final. Et une fois que tu as compris comment elles fonctionnaient, tu n'as pas forcément besoin de librairie aujourd'hui. L'idéal, c'est de commencer par lire la doc de Google de developers.google.com sur les service workers, et c'est de comprendre comment ça marche, quelle est la façon dont ça s'installe, dont ça peut éventuellement se désinstaller aussi, et de commencer comme ça. Merci. Voilà. Juste pour un petit complément, peut-être ce qui est important quand même d'évoquer dans les Progressive Web Apps, c'est qu'on a parlé tout de suite de navigateur, mais on a assez vite parlé d'HTTPS. C'est-à-dire que la Progressive Web App, à elle, ce n'est pas juste une page web, ou un site web. C'est vraiment un peu plus, c'est une interaction avec un ensemble d'éléments qui nécessite côté serveur ce qu'il faut, avec le bon certificat, etc. Donc il n'y a pas juste à dire je fais une page HTML et c'est une Progressive Web App, il faut considérer un peu plus de choses autour. Et dès l'instant où on se soucie de la réalité du terrain et de la diversité des appareils, il faut s'en soucier encore plus pour garantir une compatibilité, une progression, on va dire, des capacités de l'application en fonction des différents appareils qu'elle va rencontrer lorsqu'elle va se manifester à travers un navigateur web. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Non, c'était clair, on aurait pu parler plus longtemps. Bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie pour ma part. Et puis, merci aussi. Et voilà, merci. Merci.